Donc, Bastien, nous voici, tu vas nous parler bien sûr de l'usage du lidar pour les inventaires. Ça marche. Peux-tu juste me dire une fois que j'aurai partagé mon écran si c'est OK? Ça devrait être bon, je pense que voilà. Là, Oui, tu vois tout. ça fonctionne bien. Mettre ça sur le côté. OK, parfait. Bonjour à tous. Bon matin du côté du Québec et bon après-midi du côté de la France. Merci Richard pour la présentation. Alors, donc oui, en effet, je suis chercheur donc à l'Institut de recherche sur les feuilles nordiques, donc au Nouveau-Brunswick, province dans l'est du Canada. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc de différents scénarios d'acquisition qu'on a fait au lidar mobile pour estimer de manière automatique le volume de bois sur pied dans une forêt de feuilles matures. Et avant toute chose, je tiens à remercier donc les collaborateurs, donc Olivier Martin Ducoupe, Richard Fournier et Gaëtan Pétier pour cette étude, et aussi le colloque Tridifort évidemment pour organiser chaque année donc ce type d'échange avec tous les professionnels dans le milieu du lidar et de la forêt. Euh, donc avant toute chose, un bref contexte ici sur l'estimation du volume. Alors pourquoi on s'intéresse particulièrement à cette donnée? On sait que c'est vraiment important pour l'inventaire forestier. Et on sait qu'à l'heure actuelle, quand on parle de volume de bois ou de biomasse en général, ces données sont calibrées ici sur un certain nombre de données destructives qui servent à alimenter donc, des allométries. Et ces allométries, en fait, nous servent par la suite à sommer donc, le volume de bois au sein d'une placette. On sait que l'utilisation de modèles allométriques fonctionne bien souvent à l'échelle régionale. Quand il s'agit de l'échelle locale, souvent on peut avoir dans des endroits des petits problèmes avec des incertitudes qui sont liées aux allométries. Et on sait aussi que ces allométries sont calibrées sur un faible nombre d'arbres. Alors ici, je ne sais plus combien exactement d'années maintenant, ça fait qu'on utilise le lidar terrestre en inventaire forestier, mais il y a de la recherche ici qui est faite depuis probablement une trentaine d'années. Il y a énormément d'algorithmes qui ont été développés pour tenter donc d'estimer aussi ce type de données, telles que le volume ou la biomasse avec des données lidar terrestres. Et on voit que récemment, dans les littératures, il y a de plus en plus de résultats qui sont vraiment très bons quand il s'agit d'utiliser du lidar terrestre pour aller chercher du volume de bois. De plus en plus, le lidar maintenant est utilisé comme un outil de référence pour d'autres études. Le problème qu'on voit avec le lidar terrestre, c'est même si c'est utilisé comme une référence, qu'on l'utilise beaucoup dans le milieu de la recherche, quand il s'agit d'être utilisé de manière opérationnelle pour les forestiers, on voit que ça pose problème pour l'avoir fait, aller collecter des données dans les bois avec un scanner ici qui peut peser une dizaine, une quinzaine de kilos, avec des valises et des cibles pour venir aligner les scans, c'est pas toujours évident. Ça prend beaucoup de temps sur le terrain et également beaucoup de temps après en post-processing. Donc, c'est pas toujours assez accessible pour beaucoup de forestiers. Et donc, depuis ces dernières années, il y a beaucoup de chercheurs qui sont intéressés à rendre ces technologies mobiles. Et donc, comme son nom l'indique, l'IDAR mobile ici peut être installé soit sur des plateformes ici mobiles telles que des véhicules, des petits 4x4, des véhicules qui vont en forêt, ou alors ils peuvent également être mis dans des backpacks ou portés juste à bout de bras. Et plus récemment, donc on en parlait un petit peu avant avec Richard de l'évolution de ces capteurs, mais il y a de plus en plus de lidar qui utilisent un algorithme qu'on appelle de localisation simultanée et cartographie simultanée. Donc c'est ce qu'on appelle le SLAM et qui nous permettent en fait de collecter des données dans les bois sans même utiliser de cible pour essayer d'avoir une donnée alignée par la suite. Donc tout se fait par l'algorithme ici de processing du lidar mobile. Donc, ce qu'on s'est posé comme question dans un contexte un peu plus global, ici je ne vais pas répondre à cette question-là juste avec cette étude, mais globalement, c'est de voir ici, est-ce qu'on peut, avec des données de lidar mobile, petit à petit se rapprocher de ce qu'on peut extraire à l'heure actuelle avec des données de lidar terrestre, donc à savoir du volume de bois sur pied, en utilisant par exemple des modèles quantitatifs de structure. Alors, je l'ai introduit ici parce que j'en parlerai pas mal dans la suite de l'étude. Donc, des modèles quantitatifs de structure, c'est des modèles géométriques qui servent en fait à extraire du volume en fitant par exemple des cylindres sur la partie boisée des arbres. Et donc, une autre question qu'on se demande aussi, c'est est-ce que petit à petit, on ne pourrait pas utiliser ce type de données pour venir ici alimenter un petit peu ces équations allométriques qui manquent des fois cruellement de données sur le terrain, et donc venir devenir petit à petit un outil que le forestier pourrait utiliser pour collecter des données de volume de bois. Alors, donc, voilà, Richard l'a dit dont je parlais. Donc, la technologie, voilà, c'est une technologie qui reste quand même relativement émergente en milieu forestier. Donc, il y a beaucoup d'entre vous avec qui j'ai déjà parlé qui ont été assez déçus par les données de lidar mobile. C'est vrai que les premiers tests que nous-mêmes on avait fait en 2017 et 2018 n'avaient pas été très convaincants parce qu'on avait souvent donc, des portées qui étaient relativement limitées avec certains de ces capteurs. Pareil ici, donc dans les années 2020, on a fait d'autres tests avec d'autres types de capteurs où on voit qu'il y avait encore des problèmes. Ici, la portée était améliorée, mais on avait des problèmes d'effet doublon. Le SLAM qui n'était pas spécialement bien calibré, ce qui faisait que c'était pas nécessairement évident d'aller chercher donc, des attributs complexes tels que du volume.
Par contre, on voit ici que dans les années 2020-2021, avec l'arrivée de capteurs tels que le GeoSLAM Horizon ou l'Overmap, pour en citer juste deux, on voit qu'on tend petit à petit à avoir des données qui ressemblent de plus en plus à ce qu'on peut avoir avec des capteurs terrestres statiques. Et donc, on voit qu'il y a de plus en plus de potentiel, hein, notamment donc ces technologies sont vraiment tirées vers le haut par l'industrie automobile, mais également aussi donc, tout ce qui est développement d'ingénierie civile. Et on voit en effet que depuis 2020, ça évolue très vite. Il y a énormément maintenant de fournisseurs de données lidar mobile, donc les prix diminuent fortement. Donc, dans le cadre de ce contexte, on a mis en place donc, plusieurs objectifs, dont le premier ici qui avait été présenté l'année passée à 3D4 2022. Je mets le lien ici dans la présentation pour ceux qui s'intéressent quand elle sera rendue publique et qui a fait l'effet ici d'une publication pour ceux qui veulent plus de détails. Et j'en parle juste 2 minutes parce que c'est l'étude que je vais présenter aujourd'hui est vraiment dans la continuité de celle que j'avais présentée l'année passée. Donc, en 2 mots, on avait développé ici une méthode pour aller chercher donc, au sein de 1 hectare des attributs structuraux à l'aide de lidar mobile. Et l'idée de cette étude, c'était vraiment de comparer la précision des données lidar terrestre et de lidar mobile en ce qui s'agit des attributs plutôt classiques et du volume de bois sur pied. Le problème, c'est qu'à l'époque, on avait développé une méthode qui était relativement manuelle, où vraiment on segmentait l'arbre manuellement, on le filtrait, on le cleanait de manière manuelle, pour vraiment s'intéresser juste à la donnée brute et pas avoir d'impact d'autres processus ici dans nos études. Et on avait validé la donnée sur environ 26 arbres, donc, avec notamment des mesures destructives et du lidar terrestre, donc ce n'était pas un pool d'arbres gigantesque. Alors, dans cette étude-ci, on a poussé donc l'étude un peu plus loin. Cette fois, on a développé 2 nouveaux objectifs. Ici, cette fois, c'est de développer vraiment une méthode qui est automatisée. Donc, quand je dis automatisée, c'est qu'il n'y a plus d'intrants humains dans la méthode pour estimer donc toujours les attributs structuraux à partir des données de lidar mobile, d'évaluer aussi la précision d'une méthode qui serait ici automatique. Et un deuxième objectif, c'est vraiment d'analyser l'impact du scénario d'acquisition du lidar mobile à l'échelle de 1 hectare sur l'estimation de ces attributs. Donc cette étude a été faite ici dans un site d'étude au Nouveau-Brunswick de feuilles matures d'érable à sucre. On voit qu'on a une certaine variabilité aussi au niveau de la dimension des tiges. Elle a été faite ici dans un peuplement mature parce que c'est un des peuplements où on a pu effectuer des mesures destructives sur le terrain. Donc évidemment, les résultats que je vais présenter ici sont valides pour ce type de peuplement et on est déjà en train de mettre des collaborations en place pour tester la méthode dans des peuplements plus complexes et aussi des peuplements résineux. Donc, le site d'étude, ça, il est situé au nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Et donc, c'est 1 hectare de feuilles matures, comme je dis, dans lequel on a collecté des données de validation. Alors, pour ça, on a collecté 9 placettes d'inventaire classique, donc 11 mètres 28 de rayon avec ici un buffer, dans lequel on a un pool d'environ, ici, je pense, 160 arbres de lidar terrestre. Et donc, ce site d'étude d'1 hectare a été collecté avec 4 scénarios d'acquisition différents. Donc, je vous mets ici le scénario d'acquisition. Ce qu'on peut voir, c'est la trajectoire est en bleu. Et le site d'étude, ici, les limites sont en noir. C'est une vue du dessus. En fait, on voit vraiment le modèle numérique ici de surface. Et le temps est mis en bleu pâle ici pour le temps d'acquisition de chacun de ces scénarios. Alors, donc, on a testé d'avoir comme idée de faire 9 placettes circulaires ou, comme on a un lidar mobile, on pourrait faire 9 placettes d'inventaire en une seule acquisition. Après, une grille ici qui serait de 20 mètres par 20 mètres, où à chaque coin, en fait, on revient au centre du site d'étude. Parce que ce qu'on sait, c'est qu'avec la technologie SLAM, on se conseille souvent de faire de closing the loop pour améliorer donc, la qualité de la donnée. Et ensuite, un scénario, on imaginerait qu'on fait des virées forestières espacées de 15 mètres. Et une dernière, on fait des virées forestières très rapides qui serait plutôt espacé ici de 35 mètres. Et donc, on a des acquisitions qui varient entre 15 minutes pour ici 35 mètres jusqu'à 45 minutes pour la grille de 20 mètres. Et tout ça, donc toujours à l'échelle de 1 hectare. Avant de parler de la méthode, je voulais vous montrer un petit peu les données, parce que je sais qu'il n'y a pas spécialement énormément de gens qui ont encore eu l'occasion de travailler avec des données de lidar mobile avec SLAM. Et donc ici, c'est 1 hectare qui était collecté avec les données Overmap. Donc, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on peut avoir avec du GeoSLAM. J'espère qu'il n'y a pas trop de latence. Mais que globalement ici, ça c'est les données qui sont relativement brutes sorties du capteur. Donc il y a juste eu un clip et probablement, je pense, juste les points aberrants en dessous du sol et dans les airs qui ont été supprimés. Et donc ça, c'est les données qu'on peut avoir ici acquises au sein d'1 hectare. Et dans ce cas-ci, avec le scénario de 20 mètres par 20 mètres. C'est coloré, je pense, par intensité. Donc ça, à chaque fois qu'on a donc, la donnée qui sort du capteur, on a une donnée ici de trajectoire. Hein. C'est jamais parfait parce que dans les bois, il faut souvent éviter des obstacles, évidemment. Mais je pense que j'ai fait aussi une tranche dans le nuage de points pour vous montrer plutôt à quoi ça ressemble d'un peu plus près.
Donc ça, c'est une tranche ici de 8 mètres de large sur environ une centaine de mètres de long, où on peut voir ici qu'on n'a plus vraiment le même type d'erreur qu'on avait dans le passé. Notamment, on n'a plus trop d'erreurs de doublons, comme on pouvait l'avoir avec certaines versions de SLAM auparavant. Et on a cette fois une portée qui est vraiment accrue. Le capteur peut aller jusqu'à 100 mètres. Évidemment, plus on va loin au niveau de la portée, et moins la donnée est précise, à cause de la divergence du faisceau. Mais ici, donc, on voit qu'en 40 minutes, on peut avoir facilement aussi une trimap, quelque chose qui n'est pas spécialement évident à collecter sur le terrain. Si on doit aller ici inventorier la position précise de chacune de ces tiges manuellement, ça va prendre très longtemps. Donc, quand même pas mal de potentiel aussi pour supporter certaines opérations sylvicoles. Je pense qu'il y a Philippe Giguère qui va probablement parler de ça l'après-midi. Donc, je vais pas parler du potentiel ici sur les machineries sylvicoles, mais c'est un des potentiels. Et ça, c'est juste ici une vue du top. On voit vraiment qu'on capte bien donc, la partie du pied, et ça peut être intéressant pour aller ici voilà, quantifier, par exemple, les trouées dans le peuplement, éventuellement aussi peut-être la rémunération, etc. Donc, ça vous donne un petit peu une idée avec les données avec lesquelles on peut jouer quand on travaille avec des données de lidar mobile. Donc ici, intéressant, 40 minutes pour acquérir 1 hectare versus si on avait dû faire l'hectare au complet, donc on a juste fait 9 placettes au lidar terrestre. Mais 1 hectare au complet au lidar terrestre, ça nous prendrait presque la semaine. Parce qu'on sait qu'ici, on a des conditions climatiques qui ne sont pas évidentes au Nouveau-Brunswick avec beaucoup de vent. Donc si on loupe un scan, on doit refaire le scan, etc. Alors au niveau de la méthode qu'on a utilisée, donc j'ai mis ici sur la gauche tous les packages et les softwares qui ont été utilisés. On n'a évidemment pas réinventé la roue pour certaines de ces étapes, parce qu'il y a déjà énormément d'algorithmes qui sont disponibles et qui ont été développés initialement pour travailler avec des données de lidar terrestre. Mais globalement, les étapes, c'est quoi? Donc, prendre les données de lidar mobile qu'on a acquises, faire une segmentation automatique des arbres. Donc, pour ça, on passe ici, dans notre cas, dans Simple Tree, où on détecte la tige d'abord et on remonte dans l'arbre pour segmenter l'arbre par rapport à ses voisins. Ensuite, on a développé avec Olivier Martin donc, des scripts ici pour filtrer la donnée, parce que ce qu'on a remarqué, c'est qu'avec les données d'IDAR mobile, on a souvent beaucoup de végétation basse qui viennent se fixer à l'arbre quand on fait de la segmentation d'arbres individuels. La donnée est un peu plus bruitée, un peu moins précise que ce qu'on peut avoir avec l'IDAR terrestre, et donc ça impacte quand même la segmentation des arbres automatiques. Donc l'idée, c'est qu'on passe ça dans une routine qui supprime en fait tout ce bruit, ce qui nous évite de le faire manuellement, ce qui est quand même assez pratique. Ensuite, on passe donc dans R, donc ça c'est fait dans R, on continue dans R ici avec l'extraction des métriques structurelles. Et là, donc, il y a un package qui est très bien fait, qui a été développé par Louis Sterin, qui s'appelle ITMI, qui nous sert à extraire donc, les métriques que vous voyez ici, hauteur, volume de couronne et de la tige, surface proche de la couronne et diamètre. Et ensuite, donc, on utilise l'algorithme de TreeQSM, qui est également automatique, qui est développé ici dans MATLAB par Romonen, qui nous permet de générer en fait des modèles quantitatifs de structure. Et ces modèles peuvent être ici importés dans R par le package d'Olivier Martin qui s'appelle Archie, et peut nous servir, en fait, ce package est vraiment bien fait parce qu'il nous sert à extraire certains types de volumes. Donc, comme par exemple, dans notre cas, le volume de bois marquant, c'est évidemment une variable qui nous intéresse beaucoup, et le volume de la tige. Donc, on peut lui donner certaines spécifications pour aller extraire ici certains types de volumes. Et l'idée, c'est après de comparer donc, ces différentes métriques avec des données de lidar terrestre et des données destructives. Alors, pour les données de lidar terrestre, on peut comparer tous les types de volumes. Pour les données destructives au sol, ce qu'on a comme données de validation, c'est du volume de bois marchand. Alors, chacune des étapes ici, c'est illustré dans une vidéo qui a été publiée, je pense, sur YouTube. Donc, quand vous aurez le PowerPoint, si ça vous intéresse, il y a des informations aussi sur chacune de ces étapes. Alors, au niveau des résultats, donc, pour les attributs structuraux, pour les 4 attributs donc, sont présentés ici en haut à droite. Et vous avez sur la gauche donc, les relations entre en X toujours donc, le lidar mobile et en Y la hauteur. Donc, pour chacun des scénarios donc, qui sont affichés en bas à gauche. En termes de résultats ici plutôt statistiques, donc les résultats qu'on a obtenus, d'abord, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas eu une grande variation entre les scénarios. Donc, que ce soit ici la grille de 20 mètres par 20 mètres, le scénario de 15 mètres, 35 mètres ou les 9 placettes, on a des résultats qui sont quand même relativement proches, qui indiquent que la technologie commence vraiment à devenir mature et qu'on peut de plus en plus l'utiliser avec différents types de scénarios, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Si on regarde maintenant au niveau de hauteur, on voit qu'on a eu ici une erreur d'environ ici une cinquantaine de centimètres avec un biais qui est quand même relativement faible par rapport au lidar terrestre. Au niveau du diamètre, ici, une erreur, un RMSE entre 1 et 5 cm, dépendamment des scénarios, avec un biais qui lui aussi est relativement faible. Donc ce qu'on remarque, c'est que la donnée, vous le voyez ici, est quand même relativement plus bruitée que ce qu'on peut avoir avec du lidar terrestre. Un défi, je pense, un défi qui va être important avec les données lidar mobile, c'est peut-être de développer des filtres adaptatifs qui viennent ici, en fonction de la densité de points, filtrer un peu plus cette donnée. Dans notre cas, on n'a pas utilisé de filtre adaptatif, c'est vraiment compliqué d'ici de gérer cette densité de points. Donc,
c'est peut-être une piste ici pour améliorer donc l'estimation de diamètre autour de poitrine. Bon, je vous présente juste ici les 2 métriques les plus importantes. Au niveau des résultats sur le volume, alors ici, ça fait beaucoup de graphiques, je sais, mais je vais vous guider dans l'interprétation des résultats. Donc, on a 3 types de volumes ici qui ont été comparés entre lidar mobile et lidar terrestre. Donc, le premier type de volume, c'est vraiment le volume ici qu'on a appelé volume total du QSM, de l'ordre 0 jusqu'à l'ordre 3. Alors, plus on monte dans les ordres de branches, plus on a des branches fines. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a vraiment un biais positif, une surestimation du lidar mobile par rapport aux données de lidar terrestre, mais qu'on a une variation qui est quand même relativement faible entre les scénarios. Quand il s'agit d'aller chercher maintenant du volume de bois marchand, donc là on s'intéresse juste aux segments qui font 244 cm de long et 8 cm de diamètre fin bout, on voit qu'ici on a des relations qui sont un peu meilleures, avec une tendance souvent à surestimer ici le volume de bois marchand, sauf pour le scénario de 35 mètres. Donc on voit petit à petit qu'avec celui de 35 mètres, on atteint peut-être vraiment les limites ici, même si on est dans un peuplement relativement ouvert, c'est un espacement qui est peut-être un peu trop important. Et quand on s'intéresse cette fois au volume de la tige principale, là on voit qu'entre lidar mobile toujours en X et lidar terrestre en Y, on a des relations qui sont relativement proches, avec ici des RMSE qui vont de 10% pour le scénario de 20 mètres jusqu'à ici une vingtaine de pourcents pour celui de 35 mètres, et des billets qui sont en dessous de 10% pour tous les scénarios, sauf pour le scénario de nouveau de 35 mètres. Alors, si on compare maintenant ces différents graphiques, ce que ça nous dit intuitivement, c'est que plus on estime des branches, et plus on tend à surestimer. Donc, c'est ce qu'on a voulu après vérifier. On a décomposé en fait chacune de ces branches et comparé TLS versus MLS. C'est ce qu'on peut voir ici. Donc, de nouveau, beaucoup de graphiques, mais je vais décomposer ça. Alors, la première ligne ici, c'est toujours le lidar mobile qui est en X et le lidar terrestre qui est en Y. Ce qu'on peut voir, en gros, c'est que quand on arrive au niveau des ordres de branches, plus on monte dans des branches fines et plus on tend à surestimer en fait ce volume. Avec ici, par exemple, l'ordre 2, c'est les branches qu'on peut voir ici en bleu foncé, et l'ordre 3 en bleu cyan, et l'ordre 1 que j'ai mis ici, c'est vraiment les branches qu'on peut voir ici en vert. Donc les résultats que j'ai présentés juste avant ici, on peut voir que quand on estime ici le volume total et le volume de bois marchand, on a vraiment une surestimation au niveau des branches. Par contre, quand on est au niveau de la tige, là, on voit qu'on est relativement précis et quelque chose d'assez comparable avec du lidar terrestre, en sachant qu'ici, on a pris la donnée en une quarantaine de minutes versus presque une semaine avec données de lidar terrestre pour juste 9 placettes d'inventaire. Alors maintenant, au niveau de la comparaison avec le terrain, donc, comme je vous l'ai dit, il y a 26 arbres qui ont été abattus et qui ont été mesurés sur place. Donc, ils ont été scannés puis ensuite abattus. Et ces arbres sur le terrain, on a une mesure ici du volume marchand brut. Donc, ce qu'on a remarqué ici, donc pour les scénarios de nouveau, ici les résultats avec lidar mobile en X et lidar terrestre en Y pour les différents scénarios. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a un peu une relation qui est similaire à ce qu'on a vu avec du lidar terrestre, à savoir une surestimation généralement donc, du lidar mobile par rapport au lidar terrestre, avec ici donc une surestimation qui globalement est aussi compris surtout au niveau des branches. Quand on compare ça maintenant avec un modèle de taper, donc ce qui est utilisé vraiment dans la région acadienne, là où on a collecté la donnée, pour juste s'intéresser à la tige principale, on remarque aussi ici, on a une relation qui est relativement proche de ce qu'on peut avoir entre lidar mobile et équation allométrique, donc ce qu'on pourrait appeler le business as usual, en tout cas dans la région ici acadienne. Et on voit que les scénarios ici, de nouveau, nous donnent des résultats relativement semblables, avec ici, à part pour le scénario ici de 35 mètres. Donc globalement, quand on regarde un peu les résultats ici, ce qu'on voit, c'est que les scénarios n'ont pas eu un impact énorme ici sur les résultats, que celui qui a donné en général la meilleure estimation pour le volume à différents niveaux, c'était le scénario du 20 mètres par 20 mètres. Alors, donc, au niveau de la discussion, donc, pour les attributs, donc, ce qu'on peut dire, c'est que pour les attributs classiques, ici, on a vraiment une bonne transférabilité des algorithmes de lidar terrestre et une haute précision à travers ici les différents scénarios, avec une précision un peu moindre pour celui de 35 mètres. Au niveau du volume du tronc, cette fois,
on voit qu'on a un biais inférieur à 10% pour tous les scénarios, de nouveau sauf celui de 35 mètres, ce qui est quand même relativement intéressant parce qu'on voit qu'on se rapproche petit à petit de quelque chose qui pourrait être utilisé à l'opérationnel. Bon, évidemment, on parle toujours de ce site d'étude-ci dans des conditions quand même relativement simples, mais avec un biais d'inférieur à 10%, un RMSE autour de 10 aussi % dans les meilleurs cas. On voit que c'est quelque chose qui devient quand même très intéressant. Et par contre, pour le volume de bois marchand, si on doit utiliser ici ce type de données pour du volume de bois marchand, on voit qu'à l'heure actuelle, on a encore une surestimation du volume dans les branches qui est trop importante, une erreur trop importante qui pourrait vraiment être utilisée, par exemple, dans des tables de production forestière. Donc, il va y avoir ici probablement du travail à faire pour peut-être essayer de développer des facteurs de correction ou autres pour venir améliorer l'estimation du volume de branches, ou peut-être qu'avec des nouveaux capteurs qui sont déjà sur le marché pour le moment, tels que le Faro Orbis ou autres, qui ont des divergences de faisceaux beaucoup plus fines, on pourrait voir peut-être une amélioration ici au niveau de l'estimation du volume des branches. Au niveau des scénarios, une bonne nouvelle quand même dans le cas de cette étude, c'est que les résultats sont relativement comparables. Donc, comme je l'ai dit, dans notre cas, meilleur scénario, c'était vraiment celui de 20 mètres par 20 mètres. Donc, ça montre qu'on a une certaine maturité de la technologie SLAM, avec une grande portée, de moins en moins d'effets doublons. Et on l'a testé aussi dans d'autres sites d'études où on n'a pas évidemment des données de validation destructives, etc. Mais on a vu aussi qu'en effet, dans d'autres milieux qui étaient plus complexes que celui-ci, on ne voyait pas spécialement d'effets doublons comme on pouvait l'avoir dans le passé. Donc, une bonne nouvelle également. Par contre, au niveau des limites, donc ce qu'on remarque ici, on veut vraiment essayer de pousser ça de plus en plus au niveau de l'opérationnel. On voit qu'il y a encore à l'heure actuelle, et c'est pas juste pour LiDAR MUI, c'est aussi pour le LiDAR terrestre, beaucoup trop de logiciels qu'on doit utiliser. Donc même si la méthode est automatique, donc il n'y a pas d'intervention humaine, on passe de computerie à R, de R à MATLAB, de MATLAB à R. Ça fait beaucoup de logiciels utilisés. Donc si on pouvait centraliser tout ça et appeler donc, des fonctions à partir de R ou de Python ou autre, ça pourrait vraiment faciliter l'utilisation du LiDAR mobile. Une autre limite, c'est le temps de traitement des QSM. Alors, pour chaque arbre, il y a environ une trentaine de QSM qui sont générés, puis c'est optimisé par rapport au nuage de points. Ça prend donc environ 2 jours pour 160 arbres, donc de tourner en continu. Ce qui est beaucoup, hein, si on veut faire ça sur la plus grande échelle. C'est une limite ici de l'étude, et pas juste de cette étude, en général, de l'utilisation des QSM. Et ensuite, évidemment, c'est une validation ici qui est complexe. Hein. Ça demande aussi d'être testé dans différents types d'écosystèmes forestiers. Donc, j'aimerais là-dessus ici. Donc, les prochaines étapes, ça va être vraiment de mettre en place des collaborations pour explorer le potentiel, mais surtout aussi les limites de la technologie dans des environnements beaucoup plus variés que celui qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, on a déjà collecté des données ici. Vous pouvez voir quelques exemples en Ontario, à Liberton Research Forest, à Blackbrook au Nouveau-Brunswick, à McCoy, notre forêt. On a même fait des tests ici à Sirène, à Sherbrooke. Donc, la technologie fonctionne bien. Par contre, voilà, l'acquisition est rapide, comme je dis, mais la validation beaucoup moins. Et donc, on est en train de mettre en place des collaborations avec l'Ontario, le Québec et le Nouveau-Brunswick ici pour vraiment tester les méthodes et développer potentiellement de nouvelles méthodes pour voir ici comment ça fonctionne dans d'autres types de forêts. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas et merci beaucoup. Merci beaucoup, Bastien. Fort intéressant. Avant de poser des questions, je voudrais juste signaler que la démonstration que tu nous as fait en ligne, d'ailleurs, qui a bien fonctionné, Ah, c'est toujours avec des arbres sans feuilles, hein. C'est bien ça? oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. En effet, c'est Oui, ça, les données, ben, on l'a vu sur la photo là, mais les données acquises sans feuilles ici. oui, c'est ça parce que souvent quand on regarde les arbres, l'effet un petit peu, euh, comment je pourrais dire, l'effet du lidar terrestre, le lidar mobile, signal un petit peu divergent. Donc ça donne toujours une impression que c'est un peu touffu comme couronne, mais comme au pied, mais en réalité, c'est simplement l'effet de divergence et ça grossit les branches comme effet. On l'a vu pour les branches du deuxième, troisième ordre que tu as montré. Ouais, exactement. Bonne remarque. Y aurait-il des questions pour... oui, ici. Donc, Justin, tu as une question. Je pense que ton micro peut être allumé. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. Parfait. Salut Bastien, merci pour la présentation. En tout cas, c'était très clair et je trouve que ça fait vraiment le tour de la question du MLS et de l'opérationnalité. Mais du coup, j'avais 2 questions rapides. La première, c'était pour des métriques plus simples par rapport aux différents scénarios. J'imagine que tu as dû le tester au niveau de DBH et hauteur par scénario MLS. Et je voulais savoir un peu s'il y a des différences significatives qui se marquaient pour la première question. Oui. Alors, Je t'ai pas vu passer, j'étais peut-être pas attentif. c'était ici, oui, c'est ça. Ok, ouais.
Mais ça, entre les différents scénarios, oui, ce qu'on a remarqué ici, que pour les hauteurs, c'était relativement similaire entre les scénarios. Pour le DBH, là, on voit un petit peu de différence. Je ne sais pas si tu vois ici les résultats. Je pense que Ouais. l'écran est toujours partagé. Donc, Ouais, on voit je entre les vois. scénarios, ici, généralement, celui qui a donné les meilleurs résultats, c'était les placettes circulaires, parce qu'évidemment, on Ok, passe ouais. aussi très proche des arbres, ça fait le Ouais. tour. Sinon, là où on a vu des moins bons résultats, en général, celui de 15 mètres, on voit probablement qu'on voit peut-être qu'une partie des arbres, mais Ok, ouais. on a eu un RMSE de 5 cm. Et celui de 35 mètres, c'est surtout au niveau du billet. Ici, Oui. on le voit ici, le billet est vraiment un billet négatif. Et ce qu'on a remarqué aussi, juste rapidement, c'est que souvent, et c'est un peu contre-intuitif, mais on avait ici un biais négatif. Donc, ce qu'on imagine, c'est Ouais. qu'on le voit ici, on fit en fait un cercle au centre d'une tranche de points qui est beaucoup plus large que ce qu'on peut avoir avec du lidar terrestre. Donc, c'est ça Oui. que je disais. Si, à mon avis, si on fait vraiment plus d'efforts pour filtrer la donnée, ici, peut-être des filtres adaptatifs, je Ouais. pense qu'on pourrait améliorer encore les résultats. Et en parlant de ce biais négatif, justement, est-ce que tu as fait des filtres statistical outlier filter justement sur ce tronc avant de faire le cercle, enfin le circle fitting? Exact, Jean. On en a fait Ok. sur la base du tronc, c'est vraiment un algo qui était développé pour filtrer les arbres. Oui, ok, ouais. Sur l'arbre, on a fait le sort, mais on n'en a pas rajouté de sort sur la tronche, par Ok, exemple. ouais. Parce qu'on a dans différents scénarios avec différentes densités, on ne voulait pas avoir un effet trop important du sort, mais ouais, Oui. évidemment, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait Ça explorer va. un peu plus. Que j'aurais tendance à dire que quand on fait un SOR justement sur le tronc, on aurait tendance à supprimer plus les points de l'extérieur du tronc que de l'intérieur. Et du coup, c'est vrai je me demande si ce serait pas ça qui pourrait mener à une sous-estimation. En vrai, je me posais la question. Ça se pourrait aussi. Ici, c'est vrai que le sort a vraiment pas eu un impact énorme sur Ok, le ouais, tronc. C'était vraiment pour les points. Et ce ça qu'on va. pourrait faire, par exemple, c'est comparer ici avec le It's Me, je pense que tu as déjà utilisé. Ouais, Comparer l'enveloppe ici, plutôt l'enveloppe convexe comparée au ah oui. cercle, voir ce que ça donne. Ok. Il y a beaucoup de choses qu'on peut encore explorer là-dedans. Et alors, du coup, ma deuxième question très rapidement. Est-ce que tu as fait justement pour les différents scénarios, est-ce que tu envisages de faire peut-être de l'occlusion mapping pour voir justement, ok, enfin, vraiment l'occlusion que tu aurais en fonction des différents scénarios et du coup, les endroits où tu perdrais de l'information, quoi. J'imagine que tu aurais plus de perte d'informations pour les scénarios avec moins de passages, mais Ah ouais. oui, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait, mais c'est vrai que j'aimerais bien générer un peu plus de métriques sur la densité, l'occlusion, etc., pour pouvoir un peu mieux expliquer les résultats qu'on a ici dans cette étude-ci. Donc, c'est sûr Ok. que c'est quelque chose à explorer. Ah, mais, de nouveau, très très chouette étude. Enfin, j'aurais de faire un truc un peu similaire probablement, donc très très chouette de voir ce résultat, c'est encourageant. Ça marche. De toute façon, je pense qu'on va rester en contact par la suite, parce qu'on a des études assez similaires. Oui, encore Très bien. merci. Merci. On est débordé un petit peu du temps, mais je vais permettre peut-être une question de Grégoire Vincent. Rapide, s'il vous plaît. Oui, très rapide. Merci Richard. Bonjour Bastien, merci pour l'exposé. Donc Grégoire, on a été en contact brièvement là, quand on est parti faire du MLS en Guyane là, il n'y a pas longtemps. Oui, c'est vrai. Alors j'avais deux petites questions. La première, c'est cette surestimation du volume des branches là, Ouais. que Richard soulignait aussi dans l'effet un peu d'épaississement systématique. Là. Est-ce que tu penses que c'est principalement lié à un problème de divergence ou plutôt lié à l'algo SLAM, donc là, dans la tolérance de l'alignement géométrique qui est permis par le... Est-ce que tu as une idée là-dessus? C'est compliqué à identifier. Je pense que c'est une combinaison des deux. Donc, on aurait vraiment une divergence plus importante du faisceau, ce qui fait qu'évidemment, on est un peu moins précis que ce qu'on peut avoir avec du TLS quand on est dans le haut-pied. Et il y a évidemment aussi ça en combinaison du SLAM. À l'heure actuelle, c'est assez compliqué d'identifier quelle est la part de chacun des composants. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, on sait que c'est une combinaison des deux. Maintenant, exactement extraire la part du SLAM là-dedans, je ne sais pas exactement comment le faire, honnêtement. C'est Ouais, sûr que sans doute ça pas mériterait facile. d'être investigué. Et l'autre petite question, en fait, c'est rebondir sur la personne qui a posé une question précédemment, là, sur les problèmes d'occlusion. En fait, on commence à étudier ces problèmes-là sur le MLS pour faire en fait de l'estimation de PAD. Il faut reconstruire les trajets optiques. En fait, c'est pas du tout trivial, hein. Donc, enfin, je pense c'est assez technique quand même. Donc, si ça vous intéresse, bah, on est preneur de discussion là-dessus. Donc, c'est un peu cassé les dents en première analyse, mais voilà, je pense que potentiellement, il y a un gros intérêt, effectivement, parce que l'occlusion va être plus faible que du TLS. Ouais, Donc, ça exact. peut potentiellement bien améliorer, je pense, ces statistiques-là. Ouais, je pense aussi. Puis je l'ai vu rapidement parce que je vois que le temps avance, mais c'est sûr que même dans la segmentation des arbres, ici, on a l'avantage que quand on fait par exemple des acquisitions lidar terrestres, on voit qu'il y a des cassures dans les branches. Ici, avec le Ouais. lidar mobile, on a beaucoup moins cet effet-là, donc ça améliore. Ça peut même améliorer, je pense, dans le futur la segmentation et probablement aussi l'étude de PAD, etc.
En tout cas, merci beaucoup pour l'exposé. Hein. Merci à vous. Très bien. Ben, en fait, il y avait une question de Marcel Dariou. Est-ce que, Marcel, ça va être une question rapide parce qu'on est pas mal, on commence à être un petit peu en dehors du temps. Très, très rapide. Vous avez parlé, Bastien, de l'évaluation, si vous voulez, du bois d'œuvre, du bois commerçant. Là, comment vous avez fait pour évaluer, si vous voulez, la qualité du bois qui permet de dire que c'est du bois d'œuvre? C'est ça. Donc, dans ce cas-ci, on n'a pas vraiment fait d'études au niveau des défauts, etc. C'était vraiment des études plutôt volumétriques dans ce cas-ci. Donc, on n'a pas encore pu identifier quelle est la partie de bois qui n'est. On a vraiment mesuré l'ensemble des billons qui ont été coupés pour les arbres par ici ceux sur le terrain. Donc, on ne sait pas encore. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est encore difficile avec l'IDAR mobile d'aller identifier les parties où il y a des défauts ou pas. On n'est pas encore assez précis. Donc, ça, on a juste mesuré vraiment au niveau des arbres abattus quand tu as abattu sur le terrain, on était mesuré, mais il n'y a pas eu vraiment de classification de défauts. D'accord. Ok, Très merci. bien. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Bastien.